Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelle réforme institutionnelle et juridique faut-il au Burkina Faso post-insurrectionnel pour le réconcilier avec lui-même? Comment aider à consentir l'impôt et veiller à un contrôle sans complaisance de l'action gouvernementale? Nous sommes au cœur des législatives, une émission voulue par le Conseil supérieur de la communication et la RTB pour discuter des projets de société et de programmes des partis en liste pour les élections législatives du 29 novembre prochain. Pour conduire ce débat, je suis avec Soumaïla Rabo, rédacteur en chef de la radio Savane FM. Soumaïla, bonsoir. Bonsoir Fousseni. Qui sont ceux qui sont là ce soir pour la discussion? Nous avons ce soir sur le plateau M. Ousmane Diallo de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration, en abrégé ARDI. Nous avons M. Eric Zongo de l'Union pour le progrès et le changement, UPC, et M. Yempabou Diomède Onadia du mouvement du peuple pour la démocratie, MDP. Sont absents sur ce plateau ce soir et qui étaient prévus le PPP, l'IGF, le PDC et l'ARD. Et donc sans tarder, nous allons commencer par l'axe 1, à savoir la production législative et les réformes institutionnelles. Monsieur Ousmane Diallo, en fin 2014 et fin 2015, des députés entre 2014 et 2015, les députés du Conseil national de la transition ont montré au Burkinabé que la représentation nationale peut travailler différemment par rapport aux habitudes qu'on avait l'habitude de voir dans les différentes législatures de 1992 à 2014. Et par exemple, le CNT a enrôlé et discuté autour de 85 dossiers en une année, soit 7 dossiers par mois avec beaucoup de réformes liées, notamment le verrouillage de l'article 37 de la Constitution burkinabé, la suppression du Sénat, la répression de la corruption qui intègre le délit d'apparence, le code minier, le statut de la magistrature et de l'armée, aux violences faites aux femmes et aux filles. Alors la question, après autant de réformes en une année, qu'est-ce qui reste à faire à l'Assemblée nationale? Quels sont vos défis et ambitions en tant que candidat aux législatives? Merci de me donner la parole. Je vais profiter donc de l'occasion que vous m'offrez pour parler d'abord de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration, ARDI, le parti de l'or bleu. Nous sommes présents pour ces présentes élections dans 4 provinces, notamment le Oué, le Kadiogo, le Sanmatenga et le Sahel. Vous savez bien que nous sommes d'obédience communiste libérale et nous prônons pour le développement de notre pays l'accès à l'eau potable et surtout la maîtrise de l'eau, l'eau étant l'essence de l'agriculture, l'eau étant l'essence de l'élevage, l'eau étant, n'est-ce pas, source de vie. Nous disons également que l'éducation vient en apport à l'eau potable, étant entendu que l'éducation renferme non seulement l'information, la formation, l'instruction, l'enseignement. Et quand vous parlez de réforme, le Burkina Faso, pour venir à cette question, nous avons tellement fait de réformes que nous avons abouti à des révolutions et même à des insurrections. Je pense que le problème de notre pays, c'est que nous n'appliquons pas ce que Montesquieu avait appelé la séparation des pouvoirs. Une fois que chaque pouvoir arrive à exercer dans le domaine de son compétence, on n'aura pas véritablement de problème. Car c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir, qu'on laisse le pouvoir judiciaire. Monsieur Ousmane Diallo, on ne se comprend pas apparemment. On vous a posé la question, qu'est-ce qui reste à faire à l'Assemblée nationale après tant de réformes entreprises par le Conseil national de transition?
Et lorsque vous parlez de séparation du pouvoir, ça peut être un point de discussion au cours de nos débats, mais on n'est pas encore à ce point. Oui, c'était pour justement répondre à votre question. Et comme on est un peu nombreux sur ce plateau, on va permettre à Éric Zongo de l'UPC, certainement, de nous apporter plus d'éclairage sur cette question. Ok. Donc, merci de nous donner la parole. Alors, d'abord, je tiens à souligner que l'Union pour le progrès et le changement a un programme, un projet de société intitulé Le vrai changement. Et à l'intérieur de ce projet de société-là, nous avons des réformes du point de vue parlementaire. Tout d'abord, bon, ce que nous entendons faire, c'est de donner un rôle vraiment capital au Parlement dans le processus démocratique. Et il s'agit d'abord de renforcer leur capacité pour qu'ils puissent justement être une force de proposition de loi. Je pense que c'est ce que vous avez souligné, voilà, à l'introduction. Parce que de par le passé, c'est vrai qu'on qualifiait l'Assemblée d'une caisse de résonance, mais l'une des difficultés est qu'également, il n'avait pas tous les moyens nécessaires et tout le conseil nécessaire justement pour pouvoir faire des propositions de loi. Donc nous allons les renforcer à ce sujet. Et également en termes de propositions de loi majeures, donc nous prévoyons une nouvelle constitution. Et vous savez que pour avoir une nouvelle constitution, nous avons privilégié la voie référendaire, mais il faut d'abord passer par l'Assemblée. Donc tout ça, vraiment, c'est des chantiers sur lesquels nous allons nous attaquer sur le point de vue parlementaire. Maintenant, en revenant sur les autres aspects, tout à l'heure, que ce soit la justice, ainsi de suite, nous allons parler par exemple des propositions de loi que nous avons à ce sujet. Voilà, donc, nous allons permettre à M. Onadia du MDP de répondre à cette question. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus de ce qui a été déjà fait par le Conseil national de la transition? Ok, merci beaucoup. Effectivement, nous sommes à l'initiative pour aussi montrer qu'avec la transition, ils sont venus, ils ont beaucoup fait. Certes, il faut beaucoup les encourager, mais cependant, on peut toujours mieux faire. Donc, nous avons vu ce qu'ils ont fait sur le terrain. Et maintenant, nous, si nous venons, c'est pour au moins ajouter un peu ce qu'ils n'ont pas eu à faire, à savoir un peu la justice, par exemple. Nous avons prôné sur la justice. Également aussi, bon, notre programme aussi qui s'est orienté. De quelle façon vous avez prôné sur la justice? Mais justement, pour la réconciliation, d'abord, il faut justice. Donc, si nous sommes venus aussi, nous avons aussi des propositions à leur soumettre. Voilà, donc si le jour du 29, par exemple, s'il y a eu vraiment, si nous sommes élus, également nous avons un certain nombre de propositions aussi au moins à donner, à ce qu'on puisse vraiment travailler ensemble pour pouvoir vraiment... Si vous avez des exemples, par exemple, comment les députés peuvent faire avancer les dossiers judiciaires, vous pouvez le dire. Oui, justement. Et pour faire avancer les dossiers judiciaires, c'est très simple. Bon, comme c'est un peu compliqué aussi, il faut le savoir. Ce n'est pas du tout facile. Mais il faut permettre à la population, puisqu'il s'agit de la population, qu'il faut vraiment rendre justice. Donc, cependant, nous allons leur permettre, par exemple, des propositions sur lesquelles ils iront, c'est-à-dire mieux parler avec le peuple, s'approcher plus du peuple et comprendre ce que le peuple a besoin. En introduction, Fousseni Kindo a dit par exemple que le Conseil national de transition a déjà adopté une loi sur le statut de la magistrature. Est-ce qu'il faut encore une nouvelle loi pour rendre la justice plus indépendante? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Ben, je pense que oui, il le faut, parce que si je dis, il faut voir d'abord le caractère même de la justice. Laisser la justice faire son travail. C'est bien vrai que la justice est sur la bonne voie de faire son travail. Mais il faut encore plus les laisser vraiment de travailler comme ils se doivent. C'est ce que nous pensons par exemple. Monsieur Diallo, c'est votre avis? Vous pensez que les députés doivent adopter de nouveaux textes qui réforment la justice pour que les dossiers pendants soient vidés? Je vais revenir à la première question parce qu'apparemment on ne s'est pas compris. Pour nous, oui, il s'agit de laisser chaque pouvoir s'exercer. S'il y a réforme, c'est de permettre à chaque pouvoir, le législatif, c'est de lui donner toutes les capacités et toutes les compétences pour régir. Le judiciaire, c'est de lui donner, parce que notre problème, c'est parce qu'il y a eu la corruption au niveau de la justice, sinon nous avons des bons magistrats. C'est de laisser chaque corps exercer pleinement
ses activités. Là-dessus, nous sommes fermes. Si on laisse la justice faire son travail librement, de façon autonome, nous n'aurons pas de difficulté à aller de l'avant. Mais si l'exécutif met toujours, comme par le passé, exerce un certain pouvoir sur le pouvoir judiciaire, quelles que soient les réformes que nous allons entreprendre, elles seront vaines. C'est la séparation de pouvoir, comme l'a prôné Montesquieu, qui peut, si nous voulons être dans la démocratie, la véritable route en tout cas. Non, le problème là où ça se pose, c'est que s'il y a des brebis galeuses dans la justice et qu'il n'y a pas de réforme pour encadrer le travail judiciaire, les juges ne vont pas juger comme il faut. Et donc on va retomber dans les mêmes problèmes. La question c'est, est-ce qu'en tant que député, vous apportez des réformes telles que chacun fasse exactement son travail comme vous le souhaitez? Exactement. Exactement. Si nous sommes députés, en tout cas, nous allons nous battre d'abord pour que le pouvoir judiciaire ait son autonomie. Ensuite, en ce qui concerne effectivement, parce que tous les magistrats, tous ceux qui sont dans le corps de droit, sont a priori très bons. C'est la société qui les corrompt. Donc, c'est de faire en sorte à lutter contre la corruption dans tous les sens et de faire en sorte que s'il y a des brebis galeuses, alors qu'elles répondent devant la justice. Parce que ça manquait effectivement par le passé. Mais en un mot comme en mille, nous souhaitons qu'il y ait la séparation des pouvoirs et que chaque pouvoir puisse s'exercer de façon autonome. Comme vous, à l'information, à la télé, qu'on ne vienne pas vous exercer une certaine influence pour que vous empêchiez, par exemple, Hardy de s'exprimer. Voilà. L'UPC là-dessus, sur cette question de réforme judiciaire. Ok, merci. Sur la question de réforme judiciaire, bon, nous sommes assez précis. Alors, mon ami de l'Hardy parlait tantôt d'indépendance de la justice. Et il faut tout commence par là. Donc, c'est de leur donner les moyens de travailler. À ce propos, nous avons, par exemple, une proposition qui veut qu'une cour de répression de la délinquance économique et financière là, soit créée spécialement. Mais en créant cette cour, il faut mettre tous les moyens à la disposition de la justice. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les questions de détournement sont tellement sophistiquées, les histoires de paradis fiscaux, de sociétés offshore, et un juge qui n'en fait que le droit, ça va être difficile de pouvoir suivre des traces, par exemple, de l'argent blanchi. Et donc, nous allons les renforcer à ce niveau-là, en leur donnant tous les moyens, toute la formation nécessaire et tous les spécialistes nécessaires, par exemple, pour poursuivre les délinquants économiques, comme nous le disons. Donc ça, c'est une réforme quand même que nous avons pour lutter contre l'impunité au Burkina Faso, parce que je pense que tout ce qui est arrivé là, en grande partie, tout vient de l'impunité. Donc voilà déjà un exemple précis. Voilà, sur les réformes de la justice. Bon, si nous sommes déjà dans le sujet de la justice, je peux continuer encore avec d'autres, ou bien on pourra revenir. Allez-y, allez-y. Ok. Et aussi, nous avons une autre réforme majeure, c'est de revenir à une justice traditionnelle. Parce que nos populations, à la base, ne comprennent pas souvent le langage de la justice. Et revenir à cette justice traditionnelle-là, nous allons créer ce qu'on appelle des conseils villageois de conciliation, CCVC. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle de conciliation et non pas, ils ne donnent pas de décisions juridiques, mais c'est seulement un rôle de conciliation. Mais ils seront reconnus par l'État, ils seront dotés de moyens conséquents pour que les problèmes qui peuvent être réglés à l'échelle du village là soient réglés à l'échelle du village au lieu d'amener, bon, pour un problème de bœuf volé où on peut régler, ou un problème de terrain souvent qui se pose. Et je vais parler des conflits sur le plan foncier, voilà, le conflit foncier, tout ça. On peut régler cela avec ce conseil villageois-là et de conciliation. En ce moment, qui est le juge? Qui est le juge? C'est ça. Vous voyez, dans un village, vous avez un chef de village, vous avez un chef religieux, vous avez des notables. Et dans l'esprit de la chose, c'est un collège justement de sages au village. Et c'est un peu le principe d'un esprit collégial, même si il y aura quelqu'un qui va rendre la décision publique, mais ce n'est pas une décision en tant que telle, comme je l'ai dit, parce que c'est une entente d'abord. Voilà. Mais c'est amener la valeur juridique qu'on pourrait donner aux actes. Ce n'est pas une décision juridique, mais
Et c'est une conciliation, comme je voulais. Vous voyez un peu comment fonctionne le principe de l'inspection du travail. Vous allez d'abord en conciliation. On vous montre l'intérêt de vous entendre et vous amener à vous entendre. Parce que c'est des personnalités morales qui sont dotées de cette force de conviction-là. Ils peuvent vous amener à vous entendre. Et comme on dit en droit, et un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc c'est à ce niveau-là. Sinon, c'est pas une décision. Ils ne vont pas remplacer la justice, mais ils vont quand même appuyer le travail de la justice et permettre aux populations à la base là quand même de pouvoir régler leurs problèmes. Et si oui. au niveau de ce conseil villageois, oui. Les gens n'arrivent pas à s'entendre. Voilà, on transporte maintenant les problèmes devant les juridictions. Voilà. Monsieur Onadia, ça ne va pas créer des crises dans les villages, d'après vous? Bon, certainement, il faut. Bon, les crises, ça ne peut pas manquer. Parce que tout simplement, quand vous voyez par exemple ce collège de sages-là, admettons, bon, ça serait composé peut-être, comme il a dit, et le chef du village, certainement les notables et les chefs religieux. Admettons que, par exemple, ces gens-là, puisque le village est composé de plusieurs familles et de plusieurs ethnies, je peux le dire ainsi. Donc, cependant, lorsque le problème arrive dans une autre famille et que les deux sont déjà opposés, vous savez, dans les villages, ça ne manque pas. Toujours le problème des terres, élevage, éleveurs, agriculteurs, ce sont les mêmes problèmes qui sont là. Moi, je pense que la proposition est bonne, mais est-ce qu'il ne faut pas laisser seulement à l'État seulement de s'occuper de ça? Moi, je trouve que actuellement, c'est ce qui se fait. Oui, c'est ce qui se fait. Mais est-ce que ça marche? Oui. Bon, je peux dire que ça marche parce que tout simplement, si on laisse réellement la justice faire son travail de façon formelle, je pense que ce n'est pas un problème. Voilà, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Si on va encore utiliser ce truc artisanal pour retourner encore en arrière pour former ce collège de sages du village, pour refaire, moi je trouve qu'en réalité, c'est reculer et ce n'est pas sûr qu'on pourra mieux sauter. Oui, voilà. Ousmane Diallo, avez-vous une réaction avant de permettre à Éric Zongo de répondre? Oui, une réaction, je voudrais dire... Sur ce qu'il a dit. Oui, oui, bien entendu. Ce qu'il a dit est assez bien, en tout cas, en matière de règlement de gestion des conflits, parce que par le passé, il y a très longtemps, pour résoudre les conflits entre éleveurs et agriculteurs, effectivement, c'était un chef de village avec quelques notables qui s'asseyaient et qui réglaient les problèmes. Mais depuis que l'administration est rentrée dans la gestion des conflits éleveurs-agriculteurs, corruption faisant, on n'arrive plus à trouver des solutions, n'est-ce pas, au niveau village, c'est-à-dire au niveau local. Donc, si ce CVC, je crois, il a dit, est très bien formé juste pour concilier et non pour juger. Si c'est pour concilier, moi je suis d'accord, je partage le point de vue, mais pour juger, je pense qu'il faut véritablement des hommes qui sont formés en matière de droit pour juger. Mais pour concilier, je partage le point de vue parce que c'est important que dans les familles comme dans la tradition, on puisse régler les problèmes sans que ça n'atteigne véritablement la justice. Éric Zongo. Merci. J'aimerais rebondir un peu sur les propos de mon ami du MPD qui qualifie cette pratique d'artisanal. Bon, je pense que c'est un peu une question de vision. Nous, à l'UPC, d'abord, la première chose dans notre programme, c'est le retour à nos sources, à travers le retour au Burkina, les valeurs même des Burkinabés. Je suis désolé, vous pensez que souvent tout ce qui vient d'ailleurs est parfait. C'est une forme de justice traditionnelle qui a toujours existé, comme l'a dit M. Diallo, dans nos pays. Et quand on parle d'un organe de conciliation, c'est parce que justement la justice n'arrive pas à régler les problèmes. Donc, quand vous dites c'est artisanal, tout ce qui vient de notre culture n'est pas forcément mauvais. Donc souvent, n'allez pas chercher des choses ailleurs et pensant que c'est le remède à vos problèmes, mais souvent les réponses se trouvent à côté de vous, chez vous. Et encore, les populations, il faut comprendre que nous avons un grand taux de population qui n'est pas instruite. Et ils ne se retrouvent pas souvent dans la justice formelle, comme vous le dites, parce que cette justice formelle est assez technique. Vous pouvez avoir raison, mais comment rassembler les preuves, ainsi de suite. Souvent, même quand vous commettez un avocat d'office, même si vous n'avez pas les moyens, c'est le service minimum qu'il fait. Donc, il ne faut pas rêver.
cette justice dont vous parlez là, elle n'est pas pour le moment accessible. Merci, M. Éric Zango. On vous a bien compris. Et vous êtes candidat de l'UPC. Si votre candidat à la présidentielle gagne, si vous avez des députés assez nombreux à l'Assemblée nationale, ce sera pour accompagner le président ou pour contrôler son action vraiment? Oui, mais je pense que d'abord nous faisons partie, nous sommes dans un parti politique et le projet de société c'est un projet commun et porté justement par notre candidat à la présidentielle, je veux parler du président Zéphirin Diabré. Et donc s'il est élu, je pense que dans nos propositions de loi, nous devons être en phase justement avec ce programme parce que c'est un projet de société commun, que vous soyez député ou président. Donc nos propositions de loi iront dans le sens justement de ce projet de société. Mais en termes d'action de contrôle gouvernemental, nous allons jouer notre rôle pleinement et éviter d'être une caisse de résonance comme de par le passé. Vous avez des alliés pour cette présidentielle? Oui, voilà, nous avons qui ont des sont de cloches différents. Oui, sur certaines questions. Mais si vous avez suivi la conférence de presse, ces alliés-là, bien entendu, ils ont donné les raisons qui les ont amenés à cette coalition. Donc la première raison, c'était le programme. Donc ces alliés adhèrent parfaitement à notre projet de société et nous les avons associés justement dans l'élaboration de ce projet de société, quoique la coalition est apparue assez tard, sinon ils ont connaissance de ce projet de société, ils y adhèrent totalement. Par le passé, on a entendu la même chose, on va contrôler l'action du gouvernement et puis après on accompagne seulement le gouvernement dans tout ce qu'il fait. Et on a vu ce que ça nous a produit le 30 octobre 2014. Voilà, si vous n'accompagnez que le président, ça a des conséquences. Mais on va poser la question à M. Onadia. Si vous avez beaucoup de députés, vous accompagnez le président ou bien vous servez de contre-pouvoir? Je pense que quand nous serons élus, nous allons plutôt contrôler le président que de suivre un peu comme il se doit. On ne peut pas accompagner quelqu'un et suivre comme il veut. Nous allons contrôler son programme. Puisque nous sommes à législative, nous n'avons pas de candidat à la présidentielle. Cependant, nous allons seulement contrôler l'action du président qui serait élu. Son programme, si ça répond, si ça correspond à notre programme, nous sommes avec lui. Quelle sera la force de proposition de loi certainement que vous aurez à déployer pour effectivement que ce ne soit pas du suivisme, mais réellement un contrôle sans complaisance de l'action? Voilà. Nous n'allons pas, ce ne serait pas du civisme, mais nous allons seulement contrôler parce qu'il a dit, il doit faire. C'est normal. Maintenant, les jeunes sont éveillés. Tout le monde, le Burkinabé n'est plus le Burkinabé d'avant. Nous allons contrôler tout ce qu'il a. Mais les jeunes vous ont fait confiance à l'Assemblée et ils vous ont élu. Et donc, vous proposez quoi? Non, nous allons, notre proposition, et ce que nous allons peut-être proposer, c'est notre programme également que nous avons établi. Ousmane Diallo, votre voisin s'impatiente. Oui, allez-y. Par rapport à ce contrôle de l'action gouvernementale, est-ce que l'ARDI à l'Assemblée nationale sera un parti suiviste ou bien ce serait véritablement un parti qui a une proposition, une force de proposition de loi sur un certain nombre de réformes à entreprendre dans ce pays? Merci de me donner la parole. Oui, nous allons dans un premier temps, vous savez qu'il y a un rôle dévolu à chaque député, donc c'est un rôle traditionnel qui est donné à tous les députés. Maintenant, au-delà, effectivement, ce que nous pensons, nous allons effectivement de façon rigoureuse, contrôler, puisque c'est la séparation de pouvoir, nous allons contrôler l'action du gouvernement. Mais au-delà, nous allons surtout initier des lois en faveur de l'action de l'eau potable, qui est véritablement la route de notre parti. Donc, sur l'accès à l'eau, véritablement, il faut que les populations se disent que si Hardy est à l'Assemblée, ça sera un vieux problème. Là où ça coince, M. Diallo, vous dites que vous êtes dans 4 provinces. Oui. Vous ne pouvez pas en sortir avec plus de 10 députés. Avec 10 députés, avec 10 députés, on ne peut pas... Nous ne cherchons pas la quantité. On ne peut pas, avec 10 députés, influencer le président. Non, dans une assemblée de 127. Vous savez, quelque part, quelqu'un avait dit que la volonté générale peut errer. On peut être nombreux et suivre la mauvaise route. C'est la qualité que nous cherchons. Nous ne voulons pas être partout. Non, c'est vrai, la démocratie, c'est aussi le peuple,
Mais le peuple peut errer et dans ces conditions, il ne faut pas forcément chercher la quantité, il faut chercher la qualité. Si j'arrive à convaincre cette donc vous êtes pour une assemblée... démocratie élistique, M. Diallo. Élistique... La démocratie des éclairés. Pas tout à fait, mais je vais dire seulement... que le peuple peut errer. Voilà, je vais dire seulement que, comme non, c'est pour revenir à l'ancien système. Vous saviez qu'ils étaient nombreux, mais c'était véritablement... C'était pas ça. Encore faut-il que les autres députés vous suivent. Monsieur Éric Zongo. Voilà, donc j'aimerais un peu revenir d'abord sur la question de contrôle d'action gouvernementale. Bon, vous avez fait... On va y arriver. Le dernier point concerne ça. En réalité, la question concernait véritablement, est-ce que vous allez vous contenter d'être une chambre d'enregistrement ou encore une caisse de résonance? C'est ça, j'ai dit. D'abord, c'était là la question. Si on sait bien, on ne s'est pas peut-être compris, et chez nous, nous planifions les choses. Je suis candidat à la législature. Si je suis élu, j'ai déjà un projet de loi, une idée claire d'un projet de loi déjà que je vais soumettre, en cohérence avec ce programme. C'est à ce sujet, je dirais, que les propositions de loi qui viendront de nos députés seront en phase avec le programme. Mais maintenant, en termes d'action et de contrôle d'action gouvernementale, les choses ne pourront plus jamais être comme avant. Parce que de par le passé, soyons clairs, c'est parce que les gens ne voulaient pas quitter le pouvoir. Mais maintenant, tout le monde sait que le président qui sera élu est là pour 10 ans, il a une obligation de résultat. Il est obligé quand même d'écouter la vérité. Oui, voilà, 10 ans maximum, je vais dire, s'il est réélu. Je dis s'il est réélu, 10 ans. Je vais dire si, donc il est obligé quand même d'écouter la vérité s'il veut rester. Et ce n'est pas le président de notre parti qui ne doit pas le faire parce que vous ne serez pas les suivis. Vous allez être une force de proposition. Et monsieur Onadia, quand on lit les programmes des candidats à la présidentielle, on se rend compte qu'ils parlent tous d'une assemblée nationale forte. Comment est-ce possible dans un régime présidentiel ou présidentialiste? Du reste, c'est une des recommandations de la Commission nationale des réformes et de la réconciliation qui veut qu'il y ait une sorte de rééquilibrage des pouvoirs au Burkina. Comment vous voyez cette question? Bon, elle est bonne, franchement. C'est mieux même de faire, comme vous l'avez dit, c'est mieux d'avoir vraiment une assemblée équilibrée. Si c'est bien équilibré, on peut comprendre qu'il n'y a pas... tout est bien pesé en quelque sorte. Mais c'est que le problème, nous sommes dans un régime présidentiel, un régime où le président a beaucoup de pouvoir. Mais je trouve que ça, c'est... Et où on veut en même temps une assemblée nationale qui est forte, qui peut peser sur certaines décisions du président. Comment vous pensez que c'est possible? Bon, là, ça serait carrément compliqué. Il faut diminuer encore plus, moi je pense, le pouvoir du président. Et vous êtes pour des réformes pour diminuer les pouvoirs du président? Si. Monsieur Diallo? Oui. Je suis véritablement contre les pouvoirs exorbitants qui sont contenus dans notre Constitution et qui sont, n'est-ce pas, donnés au président. Je pense véritablement qu'il faut encercler le pouvoir du président pour permettre aux autres pouvoirs également de... Mais je crois que c'est déjà... Les réformes ont déjà pris en compte pour beaucoup de choses. Oui, je pense qu'il faut encercler le pouvoir du président de telle sorte qu'il ne soit pas... là, comme qu'il ne soit pas véritablement au-dessus, comme le disaient certains, pas qu'il soit au-dessus des lois. Non, il faut qu'il soit une émanation des lois et non, n'est-ce pas, qu'il soit au-dessus comme c'était fait, parce que le président, dans le passé, était président de presque toutes les institutions. Même présentement, c'est la Constitution de la 4e République qui le dit. Éric Zongo, la même question pour vous. Merci. Voilà, sur cette question, je vous parlais tantôt d'une nouvelle constitution. Alors, la nouvelle constitution que nous allons proposer, justement, on va intégrer la limitation du pouvoir du chef d'État, parce qu'on est tous d'accord qu'avec la constitution qui était là jusqu'à présent, là, faisait du président un monarque potentiel. Parce que tout le monde est d'accord que le président a trop de prérogatives et ça faisait de lui un super burkinabé, entre guillemets. Nous l'avons critiqué au CEFOP, donc ce n'est pas une fois arrivé au pouvoir que nous n'allons pas nous attaquer à cette question. Et je vous donne déjà des pistes. Parce qu'à l'UPC, nous avons estimé qu'il est trop prétentieux dans le cadre d'un parti politique de façon unilatérale de donner une proposition. Sinon, nous avons nos propositions. Mais je vous donne les pistes qui sont là. D'abord, vous savez qu'il y a le régime parlementaire
il y a le régime semi-parlementaire, tout ça c'est des débats. Et on peut garder le régime présidentiel tout en essayant aussi d'enlever un certain nombre de prérogatives. Mais tout ça, c'est dans un débat national que nous allons le faire pour proposer justement cette nouvelle constitution au Burkina. Mais dans notre projet de société, de façon claire, et une manière de donner l'indépendance à la justice, c'est des réformes sur le Conseil constitutionnel. Donc nous avons un certain nombre de réformes et je pense que la réforme majeure sera l'élection du président du Conseil constitutionnel par ses pairs, au lieu d'être nommé déjà. Donc je pense qu'on pourrait revenir encore sur les détails. Oui, ça va être un peu compliqué parce que nous sommes déjà à la moitié du temps qui nous est imparti pour cette émission. Je voudrais, si vous le permettez, qu'on évolue au second aspect, notamment l'impôt et le budget. Et sur la question, vous avez des interrogations, Rabou. Oui, commençons par M. Diallo. Au Burkina, il y a des problèmes de mobilisation de recettes. Et beaucoup de contribuables passent entre les mailles des filets des administrations douanières fiscales. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes élu député pour faciliter la mobilisation des recettes au service du développement? Parce que les députés peuvent quelque part influencer à travers le vote de la loi de finances. Donc, tout à fait. Au-delà donc de ce vote, je voulais d'abord qu'on forme tous les contribuables, en tout cas les grands contribuables, qu'ils soient formés, parce que le problème qui se pose au Burkina pour la plupart, c'est la méconnaissance des textes même. Parce que beaucoup de contribuables ne connaissent pas les textes, si bien que l'application pose problème. Maintenant, les services des impôts également doivent, n'est-ce pas, essayer d'échanger avec les contribuables, de les former pour leur dire qu'en réalité, ce que vous payez, c'est pour servir le peuple, c'est pour faire les routes, c'est pour construire les écoles, etc. Parce que beaucoup ne le savent pas. Donc moi, je pense qu'il y a une question d'éducation que nous devons mettre en avance. Et c'est pourquoi le député Hardy ne sera pas seulement, n'aura pas pour rôle le rôle traditionnel dévolu qui sont enseignés dans les grandes écoles, mais plutôt un député qui est développeur, qui va essayer de former, d'éduquer, de sensibiliser les différents corps de métier pour que chacun se dise « Ah, tiens, si je fais ça, véritablement, mon village va bénéficier d'un forage, parce qu'il faut l'accès à l'eau potable également. Si je fais ça, etc. Je pense qu'il y a une question d'éducation, une question de formation. Là, vous ne prenez pas en compte, en fait, les contribuables qui sont de mauvaise foi. On a vu aux enquêtes parlementaires, là, des opérateurs économiques aller payer 700 millions. Ça veut dire qu'ils connaissent les textes, mais ils ne veulent pas les respecter. Non, moi je pense plutôt qu'il y a eu, parce que personne n'est volontairement méchant. Non, c'est l'ignorant. Au début, puisqu'ils ont des protégés, etc., ils se disent, bon, tiens, même si on ne fait pas, il n'y a pas de problème. Mais dès que le CNT les a dit, attention, c'est un problème. Si vous ne payez pas, vous allez aller peut-être en maison de correction ou quelque part, mais ils sont venus payer. Mais par le passé, on ne leur disait pas ça. C'est ça l'éducation. Il faut appeler le citoyen, le contribuable, lui dire, attention, ça, ce n'est pas bien. Vous estimez également que l'impunité peut être corrigée si on veut effectivement apporter une solution. Éric Zongo, au niveau de l'UPC, vous estimez que les gens ne payent pas suffisamment les impôts? Oui, nous estimons que les gens ne payent pas suffisamment d'impôts. Donc, ici, c'est l'occasion de nous dire comment le contribuable peut contribuer effectivement à cette pression fiscale qui est faible dans ce pays. Donc d'abord dans notre programme, nous sommes précis et chiffrés. Nous allons porter la pression fiscale de 15 à 20% si nous sommes au pouvoir. Parce que compte une moyenne sur le plan sous-régional qui est de 17% environ. Mais cela va se faire d'abord par une politique vigoureuse contre la fraude fiscale. Là, nous serons intransigeants quant à un certain nombre de comportements. On ne peut pas comprendre que des grandes entreprises qui font des bénéfices à coups de milliards et qui refusent justement de payer les impôts. En tant que député, est-ce que vous pouvez faire quelque chose là? Il y a des propositions de loi d'abord que nous avons à ce sujet-là. Nous allons ramener d'abord la contrainte par corps qui se pratique dans certains pays. Aujourd'hui, c'est pour contraindre physiquement les personnes à la hauteur
justement de ces malversations. Donc, arrêter les hommes d'affaires, les hommes d'affaires qui ne payent pas l'impôt. Des malfrats, des délinquants présentés à la presse. Voilà, et ça va être une infraction pénale et ils sont passibles de peine de prison. On ne va pas tolérer au Burkina qu'on poursuive les petits commerçants dans les rues avec leurs petits angas pour qu'ils payent et des gens à coups de milliards, ils font des bénéfices à coups de milliards et refusent de payer l'impôt. Donc chez nous, nous sommes très clairs là-dessus et nous avons des réformes à ce sujet-là. Nous aurons une politique vigoureuse contre l'incivisme fiscal. En tout cas, là, il n'y a pas de... Et à titre d'exemple, si vous prenez, en 2014, nous avons entre 400 et 500 millions d'évasion fiscale. Et vous savez, tout ce qu'on a eu avec nos partenaires en 2014, 600 milliards. Imaginez qu'on avait pu recouvrer ces 400 milliards, on n'aurait que recherché 200 milliards au lieu de 600 milliards. Donc quand même, je pense que c'est assez criminel de la part de certains grands opérateurs économiques de connivence justement avec les hommes de pouvoir là, donc de mener ces pratiques d'incivisme fiscal. Et nous sommes clairs là-dessus, nous allons mettre fin à l'incivisme fiscal. Oui, M. Ounadia, est-ce que vous êtes d'avis comme M. Éric Zongo pour dire que si on met l'accent sur la question de la pression fiscale, si on met l'accent sur la mobilisation des ressources au service du développement, on aurait rompu avec cette habitude de la main tendue? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que tout simplement, si vous avez remarqué, l'ancien système qui était là, c'était la corruption. C'était la pure corruption que vous voyez des gens ne peut pas permettre à certaines personnes qui s'en vont payer des marchandises qui rentrent dans le pays sans payer la douane, par exemple. Souvent, il y a des commerçants qui ne se déclarent pas. Et il y en a même qui sont des fonctionnaires et qui sont en même temps des commerçants et qui savent le système. Il faut rentrer leurs marchandises ici sans payer la douane. Et ça, c'est de la corruption. Effectivement, vous allez voir d'autres qui viennent avec, par exemple, 40 véhicules, par exemple, pour pouvoir vraiment, pour faire leur marché. Vous allez trouver que sur les 40, il y a peut-être 15 qui ont été dédouanés et les autres, pas. Et si vous avez remarqué, c'est les mêmes qui sont les grands commerçants ici, c'est les mêmes qui ne payent pas les taxes. Mais en tant que député, quelle est votre marge de manœuvre pour arrêter ça? Pour arrêter ça, nous avons aussi, dans notre programme, l'UPC a proposé le principe du corps. Oui. Est-ce que c'est peut-être... Oui, c'est une bonne démarche. Je trouve que ça, c'est très bien. Parce qu'il faut par exemple, attaquer la chose directement. Il ne faut pas attendre pour pouvoir faire. Parce que si vous êtes élu député, vous pouvez voir ce que vous dénoncez là, mais vous ne pouvez rien faire sur place pour arrêter ça. Il faut avoir adopté des textes, il faut avoir influencé le gouvernement pour que ça s'arrête. Il faut des textes. Si nous avons des textes et que nous proposons au gouvernement, si le gouvernement voit que le programme et notre proposition est juste, je pense qu'ils vont aller. Parce que c'est un nouveau gouvernement qui serait là, ça ne serait plus comme avant. C'est que ce n'est pas votre président, puisque vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Oui, nous sommes pas. Bon, ce n'est pas notre président, mais il se pourrait que nous ayons à peu près la même vision. C'est ça. Si lui, il a une autre vision. Dans l'Alliance, on se pose la question de savoir comment cette lutte pourra se mener. Oui, Ousmane Diallo. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que le frère de l'UPC venait de dire. J'ai bien peur que si vous ne commencez pas par éduquer le contribuable, par le sensibiliser, c'est bien corps à corps ou peut-être... Hein? Contrainte par corps. Voilà. Oui. J'ai bien peur que vous ne tuiez l'économie nationale. Oui. Et ça sera dangereux. Parce que, vous savez, lorsque vous ne les informez pas, ils peuvent facilement quitter le pays. Ou, à défaut de quitter, peut-être c'est des entreprises qui vont mourir d'elles-mêmes. Oui. Et c'est des chômeurs que vous allez construire. Donc, c'est votre départ que vous allez préparer. Moi, je pense d'abord que, parce que vous êtes bien positionné, il faut d'abord éduquer, il faut échanger avec les citoyens, voir la méthode qu'il faut prendre, parce que si vous venez immédiatement et vous dites que vous allez contraindre les opérateurs économiques, j'ai bien peur que... Donc, l'avis conseil à l'UPC d'avoir une démarche de sensibilisation au lieu de la répression. Je peux réagir à ce sujet. Oui, allez-y, monsieur. La sensibilisation est très importante, comme vous l'avez dit. C'est une démarche graduée, comme on l'a dit. Donc, quand on dit c'est un programme qu'on va mettre en place, et il y aura une démarche.
Et l'adoption de ce projet de loi-là sera justement participatif avec tous les acteurs. Ils sont au courant, ils seront informés justement pour cela. Quand vous dites du chômage qu'on va faire, je suis désolé. Vous savez bien quand on parle d'évasion fiscale. Je prends l'exemple d'une TVA. Vous taxez la TVA, ce n'est pas pour vous. Vous devez collecter cette TVA et reverser à l'impôt. On a vos bilans, on a vos chiffres d'affaires, on a vos résultats. Et ce que vous devez collecter pour donner à l'impôt, vous permettez justement de mettre ça dans votre poche. Ça ne se justifie pas. J'ai parlé de grandes entreprises. Rassurez-vous, M. Diallo, les petits commerçants que vous voyez là, et c'est d'ailleurs eux les plus nombreux, c'est eux qui souffrent le plus justement de cela. Ils n'ont pas le moyen pour ne pas payer. On les contraint à payer. Ce n'est pas que le problème en général. Parce que si vous avez votre kiosque, l'argent d'impôt est là, tu vas faire comment? S'il ferme, tu ne vas plus manger. Et ils payent, généralement. Oui. Mais il y a des grandes entreprises aujourd'hui, et je pense que si vous consultez l'enquête, on vous sortit des noms, ça ne se justifie pas. Vous ne pouvez pas faire des bénéfices à hauteur de milliards et ne pas payer l'impôt. Tout à fait. Ça, je suis désolé. Oui, on aura compris. Donc, Monsieur Onadia, et toujours sur cet aspect, l'impôt et le budget, on sait que de nombreux acteurs de la société civile impliqués dans l'éducation, l'eau, l'assainissement, comme le parti Hardy que nous avons sur ce plateau, accusent les députés de ne pas peser de leur poids pour la bonne répartition des ressources financières en fonction des priorités. Et on estime au moment de l'adoption du budget que le budget consacré à l'éducation, par exemple, est faible. L'UNESCO estime à autour de 20%, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Burkina, on est autour de 15%. En 2016, si vous êtes à l'Assemblée, qu'est-ce que vous allez faire? Merci. Je trouve qu'effectivement, si nous sommes élus MPD à l'Assemblée, notre premier objectif, d'abord, l'éducation, c'est très, très, très important. Il faut le dire. Effectivement. L'éducation, c'est juste un exemple. Il y a la question de l'agriculture. Oui, justement. On a la santé, il y a l'agriculture, l'assainissement. Non, il faut de l'eau potable pour tout le monde. De l'eau potable pour tout le monde. Là où les régions les plus reculées doivent être ravitées en eau potable. Quoi qu'il en soit. Nous allons en tout cas mettre l'accent là-dessus. Côté santé, il faut qu'il ait la santé partout. C'est-à-dire, les premiers soins pour un patient doivent être gratuits. Ça, il faut le souligner. En plus de cela, nous avons l'éducation qui est là. On ne peut pas comprendre qu'ici, au Burkina Faso, il y a encore dans des villages que des élèves n'ont même pas de classe pour prendre les cours. Il y a des enfants qui sont sous les arbres. Mais ils sont élèves? Oui. Et ils n'ont pas de classe? Si, ils n'ont pas de classe. Il y a des villages là où il n'y a même pas de classe. Ils sont dans des paillotes. Mais c'est des classes, même si c'est des classes de fortune. Mais écoutez, mais on peut mieux faire que ça. Si oui, monsieur Onadia, le problème c'est que vous pouvez avoir les objectifs clairement, mais quand le gouvernement amène le budget à l'Assemblée nationale, il faut arbitrer pour faire en sorte que ce qui est prioritaire est le financement conséquent au cours de l'année budgétaire. Et il se trouve souvent que les députés n'influencent pas le gouvernement de sorte que dans l'éducation, on mette suffisamment d'argent, de sorte que dans l'eau potable, on mette beaucoup d'argent, de sorte que dans la culture, on mette ce qu'il faut. Donc c'est déséquilibré et les différents acteurs s'en plaignent. Est-ce que vous pouvez aider le gouvernement à arbitrer pour qu'on ait les ressources là où on a les priorités? Oui, justement, je pense que nous allons pouvoir aider le gouvernement à changer tout ce système. En faisant quoi? Oui, par exemple, nous avons des correspondances, nous avons des jumelages, notre parti. Nous pouvons aider, mettre un appui sur certains, en tout cas, problèmes que nous pouvons vraiment aider. Ça, vous en êtes sûr. Oui, sur la même question, Ousmane Diallo. Sur la même question, notre priorité, c'est l'accès à l'eau potable depuis que nous sommes créés. Nous allons donc demander à ce qu'un fort taux soit réservé à l'accès à l'eau. Voyez-vous, lorsque on consomme de l'eau potable, on risque moins, sinon il n'y a pas de maladie hydrique.
La santé est liée à la consommation de l'eau potable. Pour les maladies, en tout cas, que l'on rencontre dans les villages, pour la plupart, c'est lié à la consommation de l'eau qui est peu potable. Ensuite, la maîtrise de l'eau. Vous savez, notre agriculture, elle ne peut pas dépendre depuis des millénaires des aléas climatiques. Nous devons la prendre, la source de notre pays hydrique, il y a de l'eau. Et en tant que député, comment arriver à aider à l'arbitrage, à ce rééquilibrage du budget pour que tout le monde trouve son compte? Parce que je suis de la culture et je peux vous dire également... C'est moins d'1%. C'est moins d'1%. 0,9%. C'est inadmissible. Celui qui a de l'éducation va vous répéter. Celui qui est de l'armée va dire qu'il y a le terrorisme, il faut qu'on protège les frontières, il faut suffisamment d'argent. C'est pourquoi j'ai argumenté pour dire que la question de l'eau est au-dessus de toutes ces questions. Même toutes ces questions, c'est vrai, il y a la culture, mais on peut peut-être, dans tous les cas, la question de l'eau, parce que l'eau c'est d'abord la vie. Et comme je voulais le dire, on doit sensibiliser, tous les députés sauront que si on ne maîtrise pas l'eau, si on dépend toujours des aléas climatiques, l'autosuffisance alimentaire, vaut mieux ne pas en parler. On aura compris votre leitmotiv, c'est la question de l'eau. Éric Zongo. Ok, donc vous parlez ici d'arbitrage budgétaire, mais on doit prendre le problème par sa racine. Alors, notre économie a une structure qui fait que nous avons plus de 46% de la population qui est pauvre. Donc, c'est pour cela il faut une transformation structurelle d'abord de l'économie. Et sur cette question, je suis à l'aise en tant que social-libéral. Donc, c'est pour vous dire que d'abord, il faut créer la... L'UPC est libéral. Oui, ouais. Plus précisément, social-libéral. Nous sommes la grande famille des libéraux. Les gens aiment du syncrétisme politique. Non, pas du syncrétisme politique. Si vous voulez, je vous fais un petit cours d'histoire. Non, sur le débat du on n'a pas assez de temps. Ok, donc prenez contact avec moi après pour que je vous dise l'origine du social-libéralisme qui a précédé le socialisme. Voilà. Et donc, c'est juste dire qu'il faut transformer la structure de l'économie, sinon vous ne pouvez pas résoudre un certain nombre de choses. Et la planification est au cœur de notre programme. Et donc, la transformation structurelle de notre économie là est basée justement sur un investissement massif dans le secteur agricole, une révolution agricole qui va justement libérer progressivement une main-d'œuvre qui va aller vers un secteur industriel. Et ce secteur industriel là va mettre l'accent justement sur l'industrie agroalimentaire pour utiliser justement la production du secteur agricole de sorte à créer un dynamisme intersectoriel. À ce niveau, ça va permettre d'avoir une croissance de 10% sur les 5 ans en moyenne, et augmenter de 40% le revenu par tête des habitants. Donc, vous voyez, les recettes de l'État vont augmenter à ce moment. C'est à ce moment-là justement que nous pourrons justement augmenter les enveloppes dont vous parlez. Sinon, en termes d'arbitrage budget, le problème dans ce pays, les gens naviguent à vue. On ne peut pas tout le temps aller vers des bailleurs, chercher l'argent, combler ici, ça manque ici, on navigue à vue. Il faut une transformation structurelle de notre économie, accroître la production de richesses dans notre pays et vous verrez qu'on pourra justement... Il y en a qui pensent qu'il faut commencer par l'éducation, c'est-à-dire financer suffisamment l'éducation sur une décennie, 2 décennies. Vous dites de commencer par l'agriculture. Oui, quand on chacun a ses idées. Oui, voilà, c'est pour dire que quand vous parlez de l'éducation, ça c'est un investissement à long terme. Dans notre programme, nous réservons aussi, si on arrive à la question de l'éducation, on pourra s'exprimer dessus. Mais je vous dis comment d'abord nous comptons transformer structurellement l'économie de notre pays. Voilà. Et nous avons chiffré notre budget, l'investissement pour les 5 ans là qui se situe à 15 milliards 629 milliards de francs CFA. 15 629 milliards de francs CFA, c'est chiffré. Voilà. Et nous avons, si vous voyez le tableau, nous avons pris la tendance depuis 2010 et nous voyons, et c'est vraiment une prévision réaliste et réalisable. Donc c'est cette base qu'on peut augmenter les enveloppes. Sinon, bon, vous restez dans ces petits budgets-là, tout le temps, bon, on ne va jamais pouvoir faire quelque chose. Merci à vous, Éric Zongo. Soumaïla Rabo, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour terminer cette émission. Je voudrais, si vous le permettez, qu'on aille au dernier point, parce que nous devons en discuter également. C'est ça. Par exemple, le contrôle de l'action gouvernementale pose aussi problème. On a vu par le passé. Récemment, il y a eu des enquêtes parlementaires, celle de cette année, sur
la fraude fiscale. En 2012, il y en avait eu sur les marchés publics. Est-ce que pour vous, c'est un bon moyen, M. Diallo, pour contrôler l'action du gouvernement? Tout à fait, parce que c'est même le rôle normal, n'est-ce pas, du pouvoir législatif, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Maintenant, j'ai bien peur que, n'est-ce pas, de la manière dont se passent les choses, qu'un parti revienne encore supra, c'est-à-dire parti-État. Parce que si ça revient, c'est sûr que nous allons, peut-être dans 6 mois, refaire la même chose que le passé. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le nombre. Si la démocratie, le problème de la démocratie, effectivement, c'est le nombre. Lorsque un parti, mon frère de l'UPC, s'ils ont la majorité à l'Assemblée et que c'est un souhait ou c'est non, moi, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, quoi. C'est une hypothèse parce que je voulais rebondir, mais je n'ai pas pu. Par exemple, s'ils ont la majorité, ben, ils vont dire qu'ils vont commencer par l'agriculture. Nous allons nous opposer, mais nous n'allons pas pouvoir. Alors que moi, je sais que l'agriculture doit s'appuyer sur l'eau. L'agriculture, comme ça, vous ne pourrez rien faire. Il faut d'abord travailler dans le secteur de l'eau. Mais on pourrait organiser un autre débat sur Monsieur Diallo à l'agriculture. Monsieur Diallo a terminé sur la question du rabot par rapport au contrôle et aux enquêtes. Et ensuite, Monsieur Onadia. Oui, allez-y. Voilà. OK. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord comme je l'avais dit, d'éduquer, n'est-ce pas, les citoyens. En ce qui concerne le contrôle, c'est un esprit, de mon point de vue, collégial de tous les partis politiques présents à l'Assemblée. Peut-être ce qu'ils appellent, je n'ai jamais été, les commissions. Donc, il faut renforcer les capacités des commissions, il faut les former davantage, de telle sorte qu'ils contrôlent sans, n'est-ce pas, noyauter la dignité, l'intégrité du citoyen. C'est-à-dire qu'ils suivent l'esprit et la règle du droit tout en contrôlant, sans, n'est-ce pas, amener à frustrer ou à blesser le contrôlé. Monsieur Onadia. Justement, là-dessus, effectivement, il faut voir pour le contrôle de l'État, il faut vraiment former d'abord le citoyen en personne pour qu'il puisse comprendre la réalité du contrôle. C'est votre rôle à l'Assemblée, c'est pas notre rôle. Le travail du citoyen. Oui, notre rôle, c'est d'abord sensibiliser, former, transformer la personne à comprendre qu'effectivement, le contrôle de l'État, c'est très important. Aller vers le contrôler, lui montrer pourquoi on contrôle, travailler ensemble, en esprit, de façon burkinabé, c'est-à-dire intègre. Je pense que ça, c'est très très important. On va rapidement terminer, il nous reste 5 minutes pour terminer. On va rapidement, si vous le permettez. Éric Zongo, au niveau parlementaire, il l'a dit, il y a eu des enquêtes au regard des résultats des enquêtes de 2015 sur la fraude fiscale et de 2012 sur les marchés publics. Et si vous êtes majoritaire à l'Assemblée, qu'est-ce que vous allez faire pour rompre avec ce qu'on a l'habitude de voir comme impunité sur ces dossiers d'enquête de fraude fiscale ou encore de marchés publics? Ok, bon, d'accord, merci. Donc je pense que le problème qui se posait auparavant, c'est quoi? Bon, il y a toujours eu des enquêtes parlementaires. Donc c'est les suites qu'on donnait souvent à ces enquêtes-là. Comme on le disait, bon, c'était un parti supramajoritaire, donc qui dictait sa loi, donc il n'y avait pas de suite. Mais si l'UPC arrive au pouvoir avec la majorité, et je pense que c'est une question de bonne foi. Parce que c'est une question de vision également. Parce que pour nous, le contrôle là, c'est pas dire qu'on est contre tel ou tel ministre. On contrôle pour attirer l'attention du gouvernement sur ce qui ne va pas, pour qu'on puisse corriger les choses. Et même si nous sommes du même parti, c'est justement
notre rôle Et donc, de vous interpeller. l'Assemblée UPC, l'Assemblée UPC va se saisir d'un certain nombre de questions voilà, sur les fraudes fiscales. Sur les fraudes fiscales. Là, les enquêtes parlementaires seront publiées et on va interpeller publiquement le gouvernement sur cela. Il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que nous voulons des résultats. Et avec ce peuple conscient que nous avons aujourd'hui, il n'est même pas question de cautionner ce genre de choses. Et si le ministre est coupable, il va partir. C'est simple. Monsieur Onadia. Oui, effectivement. Je pense que ce que le frère de IPC vient de dire, c'est exact. C'est-à-dire, effectivement, publier surtout, à chaque fois, publier les résultats du contrôle. Permettre à la population de comprendre, de voir et de savoir ce que le gouvernement travaille. Monsieur Onadia, en 2012, ça a été publié sur les marchés publics, les sociétés ont été épinglées, il n'y a pas eu de sanctions. Cette année encore, c'est la même chose, on a dit qu'il y a environ 99 milliards dehors, on sait, le CNT a la liste, mais personne n'a été sanctionné jusque-là. Justement, je pense qu'il y aura sanction, je pense qu'il y aura sanction, puisque auparavant, vous savez, le régime qui était là, tout était saturé. C'était le contrôleur, c'est eux qui contrôlaient, ils faisaient tout, et tout le budget, personne, tout ce qu'ils vous disent, ils font le contrôle, ils vous publient ce qu'ils veulent, ils veulent vous publier, hein. Ils publient ce qu'ils veulent. Est-ce que réellement, tout ça c'est... Et vous, à l'Assemblée nationale, ces contrôles seront suivis des faits? Juste à fait. Monsieur Ousmane Diallo. Bon, mais contrôle suivi des faits, je ne pense pas, parce que comme nous sommes présents dans 4 provinces, nous ne serons pas majoritaires, mais nous souhaitons véritablement que la majorité soit une majorité ouverte, une majorité éclairée, une majorité dynamique qui puisse accepter, n'est-ce pas, les propositions des autres partis, de telle sorte que nous puissions, sinon, si nous avons 4 ou combien de députés, ça sera difficile pour mon parti de s'imposer. Mais nous allons en tout cas donner de très bonnes idées, il appartiendra maintenant. Vous allez faire des alliances pour être plus forts? Oui, si nous sommes à l'Assemblée, nous sommes obligés d'ailleurs. Vous pouvez faire des alliances avec d'autres partis pour peser contre la majorité? Absolument. Avec quel parti par exemple? Non, pas forcément contre la majorité. Nous sommes des communistes libéraux. Je crois que nous sommes seuls au Burkina. C'est compliqué à comprendre. C'est la même chose que les sociaux-libéraux. Mais nous sommes pour le rapprochement des positions. Donc peut-être que... Voilà, dans tous les cas, nous serons obligés puisque nous n'aurons pas la majorité. Et il y a des partis avec qui vous pouvez faire des alliances? Oui, nous sommes en train de suivre les discours des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est les partis qui vont mettre l'accent sur l'eau, l'accès à l'eau que nous allons, parce que c'est notre leitmotiv. Vous pouvez faire aussi des alliances, M. Zongo? Oui, bon, je pense qu'en fonction des résultats, et les alliances ne sont pas exclues, voilà, mais on en avisera en temps opportun en fonction du rapport de force de chacun, voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Mais pour le moment, bon, nous avons déjà une coalition de partis, donc de prime abord, nous serons plus proches de ces partis-là déjà pour des alliances, et voilà, et nous pouvons avoir d'autres alliances également, ce n'est pas exclu. Voilà, c'est pas exclu, parce que nous avons travaillé dans le cadre du CFOP, nous sommes un certain nombre de partis quand même. Nous tenons quand même à conserver une certaine solidarité, quels qu'en soient voilà, les résultats sur le plan électoral. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà. Mais Monsieur Onadia, vous êtes obligé de faire des alliances, puisque vous n'êtes pas capable d'être majoritaire à l'Assemblée. Bon, oui, comme vous l'avez dit, effectivement, comme c'est un jeune parti, il faut le dire, nous allons faire des alliances, effectivement, comme les autres. Je pense que... Et vous pensez avec qui? Bon, pour le moment, nous sommes en train de suivre le programme de tout un chacun. Il se pourrait que nous ayons des programmes similaires. Donc, je pense que nous sommes en train de... Avec des sociaux libéraux ou des communistes libéraux. Oui, pourvu seulement que le Burkina Faso reste debout. Merci à vous, M. Onadia. Soumaïla Rabo, nous sommes à 1 heure de temps de débat. Sont venus ce soir pour le débat au cœur des législatives, Ousmane Diallo de l'ARDI, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration. Le Parti de l'Ordre Bleu, comme vous le dites. Merci. Ensuite, également, pour ce débat, était présent M. Éric Zongo de l'Union pour le progrès et le changement. le parti du vrai changement.
Monsieur Diomède Onaja du mouvement du peuple pour la démocratie, le MPD, et étaient également prévus et ne sont pas venus le PPP, la LIGEF, le PDC et l'ARD. Voilà, c'est tout pour Au cœur des législatives de ce soir. Merci pour votre attention et à demain pour un autre numéro. Petit, le Burkina demeure mon pays. Même s'il est coma, pour moi il n'y a pas plus beau pays que le mien. Mon pote, Burkina Faso ya mamtenga, Burkina Faso ya mamtenga. Potera mebi wati ma patentume, si mamiol même si t'es un petit pas bouminga. Je te dis, si tu vois que je chante, c'est parce que tu n'as jamais demandé conseil à tes anciens. Lève-toi, bâton, mon pote, ne fais pas n'importe quoi.